Alors, merci Catherine. C'est un très bon passage entre nous parce qu'effectivement, pour répondre à ta question, si la volonté de repatrier les archives de l'immigration russe en Russie date de l'Union soviétique, je dirais oui, parce qu'il faut se souvenir de grands voyages de Ilya Zilberstein, un des derniers secrétaires de Gorky et fondateur de la série «Литературное наследство», l'héritage littéraire, qui publiait justement des éléments d'archives des écrivains russes. Donc, dans les années 60, Elias Zilberstein fait un énorme voyage dans l'Europe et notamment en France, où il commence, étant collectionneur passionné lui-même, où il commence à rassembler les archives de l'immigration à partir des objets de l'époque pouchkinienne, mais aussi de l'immigration blanche. Et donc, grâce à lui, en l'Union soviétique sont été rapatriés des milliers de documents d'archives et des objets. Et d'ailleurs, en partant de ce cas, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je vous parlerai pas seulement des archives, mais aussi des objets du patrimoine culturel. Muséologue par formation, je pêche aussi. Et cette intervention, ça sera semi-structuré et parsemé par les blagues des conservateurs et mes propres souvenirs, parce que quand même, il y avait certains moments parfois cocasses auxquels euh, euh, j'ai assisté, et donc j'aimerais bien les partager publiquement. Enfin, le temps est venu. À l'époque soviétique, non seulement cette entreprise de Zilberstein qui a été commencée comme une entreprise en partie privée, mais avec lui, on ne sait jamais suffisamment où est le privé, où est le public. Et il faut aussi souligner qu'il y avait les initiatives privées, telles l'initiative de Serge Liffard, qui au contraire a rapatrié, par exemple, à l'Union soviétique, certaines reliques pouchkiniennes et à Moïko 12, donc le dernier appartement de Pouchkine, où il est mort. Vous pouvez voir les parties du rideau qui se trouvait au moment de la mort du poète dans cet appartement. Et c'est l'IFAR qui l'a amené à 68 à l'Union soviétique. Dit-on, on lui a promis les contreparties qui n'ont pas été versées. Bon, passons. C'est toujours les histoires des conservateurs. Mais le point de départ pour moi, c'est la fondation de la fondation de la culture soviétique, fondation soviétique de la culture. Советский фонд культуры, qui a été fondée par Raïssa Gorbatchova en 1986 et qui était dirigé par Dimitri Likhatchov, une grande notoriété dans la culture russe, un scientifique spécialiste de la Russie ancienne et la littérature, et spécialiste de la littérature russe en général, qui était aussi un garant de bonne honnêteté de cette entreprise. Et dans le conseil de cette fondation se trouvait le même Ilya Zilberstein, les têtes de l'Union des écrivains, etc. Et la fondation s'est excellée presque dès le début par l'édition d'une revue, National Sled, et un autre héritage qui était l'exemple de polygraphie qui n'était jamais vu à l'Union soviétique, la vraie revue à l'occidental avec le contenu scientifique, culturel très riche et qui publiait beaucoup aussi des données, des objets, des archives qui étaient rapatriés en Russie, en l'Union soviétique encore, hein, puisque dès les premières années, cette fondation a entamé le programme Le Retour, Возвращение, dont le but c'était faire rapatrier le patrimoine culturel qui a été envoyé, qui s'est retrouvé à l'étranger à l'époque différente. Je veux attirer votre attention sur la devise de cette institution, d'abord en russe, après en français, «Сохранять и приумножать культурные ценности». Euh, donc,
Et Likhatchov, dès 86, dans un interview, dit que le premier but le plus proche, c'est rassembler, en quelque sorte, inventarier les données sur ce patrimoine culturel, ou par exemple, il fallait envoyer en France et en Belgique les spécialistes pour, en partie, entre autres, repatrier les documents sur l'histoire de Cosaque de Don, de la rivière de Don, dans les lieux où aujourd'hui on organise les musées. Là-dessus, pour les connaisseurs, on sait que sont visés le musée des Cosaques à Courbevoie, qui existe encore, et le dépôt de ce musée au musée de l'armée en Belgique. Parce que quand les socialistes sont venus au pouvoir en France, les Cosaques ont dit, ça y est, ça recommence, on va aller vers une monarchie tout proche, et ils ont déposé les objets les plus précieux dans le musée à Bruxelles. Donc, c'était les objets les plus en vue, et on peut souligner que c'est le patrimoine militaire qui est évoqué en premier lieu. Le soutien de cette fondation ont été reçus pour le musée d'Andrei Rublev, musée Marina Tsvetaeva qui s'est organisé, musée des collections privées auprès de musée des Beaux-Arts Pouchkine. Surprise, parce que ce musée était fondé sur la base des collections personnelles de Eliezer Bernstein. Musée de la famille Benoît à Peterhof, musée de Roerich, donc les autres musées de province. Mais en 1993, la tête de cette fondation prend Nikita Mikhalkov, le cinéaste, qui s'est présenté dans un film en rôle de Alexandre III, et c'est pas la reconstitution historique, il s'y croyait vraiment. Euh, je suis méchante. Je sais. Donc, aujourd'hui, dans le conseil de cette institution se trouvent Sergei Shorgunov, l'archiprêtre Tikhon Shevkunov et Vladimir Medinsky, l'ancien ministre de la Culture. Et attention, surprise, la devise est un peu changée. Maintenant, c'est сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности. Donc, c'est conserver, s'approprier et multiplier le patrimoine culturel. S'approprier. En plus, quand vous voyez sur le site de la Fondation, ils attribuent cette devise au temps de la Fondation soviétique de la culture, ce qui n'est pas vrai. Et ce mot, asvaïvet, s'approprier, c'est le mot des années 2000. C'est vraiment осваивать средства, c'est-à-dire s'approprier ou merci, hein. Voilà, c'est le budget. Vous percevez le budget et vous le consommez. Donc, et aujourd'hui, donc cette institution était remodelée en 2016 et elle se vante qu'elle a fait rapatrier plus de 130 000 pièces d'archives et les monuments de la culture et les pièces du patrimoine. Entre autres, c'est pas seulement les objets et les archives, c'est aussi ce qu'on a évoqué ce matin, c'est les dépouilles des membres de l'armée blanche, dont Dinikin qui était en Amérique et, surprise, surprise, Ivan Ilyin qui était enterré en Suisse. Et je crois que Dinikin était couplé avec Ilyin parce qu'à ce moment-là, la concession de sa tombe en Suisse a commencé à s'échouer et donc il fallait soit la repayer, soit repatrier la dépouille. Donc ce qui était fait, je crois que Dinikin, on a fait les propositions douces à la fille de Dinikin pendant des années et là Poutine personnellement a demandé Madame, elle a consenti, elle a même offert le sabre de son père avec la distinction Saint-Georges qui se trouve aujourd'hui dans le musée de l'armée à Moscou. Et en 2009 aussi, on a transféré aussi dans le cimetière du monastère de Don la dépouille de général Capel, le héros de fameux Lydeno et Pachot, comment c'est la traversée de glace voilà, en Sibérie. C'est un des points héroïques de la guerre civile côté blanc.
Euh, donc, euh, on voit ici une structure d'État qui s'est mise en place au début dans l'optique de l'ouverture du pays post-soviétique, de la réconciliation en quelque sorte de la nation, la redécouverte de la deuxième culture qui était hors censure, qui s'est développée hors censure soviétique, et ensuite, à partir de 93, la date aussi est presque symbolique, c'est la reprise sous la houlette de la famille Mikhalkov de cette fondation et donc la réidéologisation, si je peux dire, de ces mouvements de repatriement des archives et des biens culturels. Dans la même veine, on peut dire que l'initiative de Nikita Struve, dont on a déjà évoqué le nom aujourd'hui, à l'époque directeur des éditions Inca Press, qui commence une sorte de sa tournée en Russie où il distribue des ouvrages qui ne sont pas encore vendus dans Inca Press pour les bibliothèques et les musées. Il commence par la bibliothèque, une exposition à la bibliothèque de la littérature étrangère à Moscou, ensuite au musée Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Et à la fin, il reçoit la proposition de Moskvin, maintenant le directeur de cette fameuse maison de l'immigration russe, la Russie à l'étranger, si on peut dire. Et là-dessus, à partir de cette collaboration avec Nikita Struve, d'abord apparaît l'édition Ruski Put, le chemin russe, qui au début se spécialise sur la publication des souvenirs de l'immigration blanche, des manuscrits retrouvés ou la réédition des publications faites à l'étranger. Et à la fin, ça mène vers la création de Dom Russkого Зарубежья, la maison de l'étranger russe, donc de l'immigration russe, qui à la fin devient d'abord la bibliothèque archive et après une institution qui, à partir de 2019, se dote aussi de son musée parce que cette collection est enrichie régulièrement par achat ou par don des archives et des collections des immigrés et des descendants des immigrés. Par exemple, à partir de 2019, se crée la fondation L'héritage de l'étranger russe, donc Фонд русского, наследие русского зарубежья, qui se fait le montage est intéressant. C'est la maison de l'immigration russe plus WebRF, c'est la banque Web, это Внешэкономбанк. C'est la banque des transactions économiques externes, internationales, qui était à la base et historiquement cette banque par laquelle l'Union soviétique avait les échanges commerciaux avec l'étranger. Et donc, c'est une corporation d'État. Ça s'appelle Corporation d'État de développement, Корпорация государственного развития. Cette fondation est créée presque ad hoc pour l'achat des archives de Général Koltchak qui étaient vendues en 2019. Et le musée au sein de la maison de l'immigration russe s'ouvre par l'exposition en 2020 de ces archives de Koltchak. C'était leur première manifestation, si j'ai bien compris. Ensuite, ils achètent les archives de Berberova, qui se vendaient aussi à Versailles. C'est une institution qui, en parallèle, mais maintenant de plus en plus, devient le lieu où on se concentre les dons et les acquisitions des archives russes. Et d'ailleurs, les représentants de cette institution sillonnaient la France pendant des années, justement, en recollant, en charmant, en proposant à acheter les archives privées en France et dans toute l'Europe. Donc, cette politique des achats et des acquisitions sont menées aussi par institution. Je citerai par exemple l'Ermitage qui achète acheté, parce qu'on parle de la situation avant 24,
qui achetaient sur les ventes aux enchères publiques. Par exemple, la galerie Popov, c'est la galerie de porcelaine qui se trouvait autrefois en face de Palais d'Élysée, avec tout son fonds des archives et les fonds de porcelaine. C'est maintenant à l'Ermitage. Ou par exemple, la formidable toilette privée, c'est toutes les choses énormes et nombreuses qu'il fallait à une dame de bonne société qui appartenait à Madame Nathalie Golitsyn, qui est le prototype de dame de pique. Donc voilà, ces objets étaient juste achetés. Et est-ce qu'on peut considérer comme l'héritage de l'immigration russe les objets qui étaient transportés par la famille, tandis que c'est les objets fabriqués en France à la fin du XVIIIe siècle pour le mariage de princesse Galitzine. Euh, Autre exemple, ah oui, je voulais aussi évoquer mes souvenirs par rapport à la maison de l'immigration russe. Par exemple, le feu Kirill Kisilevski, le président de l'Union des nobles de la France, m'a dit qu'il allait déposer à la maison de l'immigration russe les archives de l'artillerie à cheval de la garde impériale russe. C'était en 2014. Et il a dit oui, ils vont tout numériser et on va les récupérer. Et là, on voit un peu aussi les manèges qui étaient faits pour repatrier ces archives. Bien sûr, aujourd'hui, les archives sont accessibles dans cette institution à Moscou, mais personne ne va les rendre, et c'est évident. Puis, l'État intervient aussi pour, par exemple, repatrier les archives d'Alexis Remizov, l'écrivain russe, qui est mort en France. Et en avril 2013, ces archives sont achetées à sa descendante. Ce qui est intéressant, et c'est aussi un souvenir personnel, j'ai su une indiscrétion d'un des membres de l'ambassade que ces archives étaient rapatriées par la poste diplomatique parce qu'officiellement, ils ne pouvaient pas sortir ces objets, paraît-il. Et donc, ils n'avaient pas de droit et permission. Donc, c'est passé par la poste diplomatique. Aujourd'hui, ces archives se trouvent dans le musée littéraire à Moscou. Euh, autre, autre détail de cet achat, pendant la présentation, Medinsky, qui était à l'époque le ministre de la Culture, c'est donc 2013, il a dit qu'en 2013, on a dépensé 6 fois plus euh, d'argent, de moyens pour acheter les collections pour les musées à l'étranger. Donc, c'était vraiment une machine qui prenait son ampleur jusqu'à 2014 quand ça commençait à un peu dérailler. Et maintenant, je ne serais pas étonnée qu'on achète encore, même sur les marchés et les ventes aux enchères, parce qu'il y a quand même les possibilités de transférer de l'argent. Autre possibilité de l'État russe de intervenir, c'est aider les associations. Par exemple, le musée de Cosaque à Courbevoie, que j'ai déjà évoqué, il avait les aides de l'État russe pour refaire la toiture, pour refaire les planchers. Et euh, c'est un musée très convoité, un peu problématique parce qu'il n'a pas son inventaire. Et donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et parfois, moi, j'étais présente pendant le don d'une panoplie des objets et des armes que le musée de Courbevoie a offert au nouveau musée de la Première Guerre mondiale. Le premier musée de la Première Guerre mondiale qui était ouvert en 2014 à Tsarskoye Selo. Et les conservateurs des armes qui étaient là, ils ont regardé, ils ont dit, oui, bon, d'accord, cette panoplie était achetée au puce de vendre. On l'avait vu là-bas.
Et c'était aussi un peu particulier parce qu'un des responsables de ce musée, le feu Gérard Gorokhov, était aussi l'expert auprès des maisons de vente pour les armes russes. Et ça posait parfois problème. Et par rapport à ce musée de la Première Guerre mondiale, je voulais aussi partager un souvenir. En fait, c'est un musée qui paraît d'être une initiative d'État pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, tandis que c'était l'œuvre d'un homme têtu, Georges Vidiansky, lui aussi feu maintenant, qui, au sein de sa conservation des armes à Tsarskoye Selo, a commencé à rassembler la petite collection sur la Première Guerre mondiale et qui a su inscrire sa initiative presque privée dans le programme de financement d'État. Et là, je crois que c'est un exemple particulier qui aussi donne, décrit la situation qui existe maintenant. Tout ce qui concerne ce repatriement des archives, etc. Si vous voulez être efficace, il faut absolument se trouver dans le financement d'État, entre autres parce que c'est aussi l'idéologie qui commence à vous aider. Vous servez l'idéologie d'État, ils vous servent avec ces fonds. Et là-dessus, je voulais aussi finir avec deux petits épisodes. Euh, à 2018, peut-être, vous savez, non, trois épisodes, pardon. Euh, donc, à 2013, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pendant un an aux archives de la maison russe à Sainte-Geneviève-de-Bois. La maison russe de Sainte-Geneviève-de-Bois, ou Starческий дом, ce qu'aujourd'hui on dira la maison de retraite, qui a été fondée à 1927, qui est gérée par une association dont le président de cette association, Jean de Boileau, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, si je ne me trompe pas, non, de l'enseignement supérieur peut-être, le père. Oui, c'est ça. Oui. Euh, il était, il est l'ami de Fillon et il servait comme traducteur pendant certaines rencontres de Fillon avec Vladimir Poutine, qui était aussi le premier ministre à l'époque. C'était 2007, je crois. Et le marché était conclu. La maison russe a reçu 1 million de dollars pour construire le bâtiment pour le centre des archives russes de l'immigration à Sainte-Geneviève-de-Bois. Vous êtes tous bien sûr au courant qu'il y a un centre des archives d'immigration russe à Sainte-Geneviève-de-Bois. Et quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai vu que la situation était un peu particulière parce que ce bâtiment qui était restauré, c'était un millefeuille parce que le rez-de-chaussée et les combles étaient destinés aux archives et étaient financés par la Russie. Mais le premier étage, c'était l'unité Alzheimer financée par l'État, par le Conseil général de l'Essonne. Et donc, le bâtiment était visiblement voué aux problématiques de la mémoire, mais de l'autre côté. Et comment vous prenez pour un seul bâtiment de financement et vous créez quelque chose? Euh, c'est visiblement pour ça que ce centre d'archives est un peu oublié parce que pour y pénétrer, à l'époque, il fallait voir carrément les contacts à l'ambassade et comme ça, vous pouvez y entrer. C'était un peu décevant parce que quand l'archive était ouverte en 2014, à la télé, on montrait les archives dans les boîtes, etc. Et une de partie de ces archives bien classées, etc. Sauf que c'était les archives de Général Stroyev, un des proches de Général Miller et Koutipov, et qui participait dans l'enquête de leurs enlèvements. Un petit problème, Stroyev était archiviste dans la Russie soviétique en 1919-1920 et il a classé lui-même ses archives. Moi, j'ai fini de travailler juste avant que l'inventaire ait été commandé pour une entreprise française
Et donc, je sais à peu près qu'est-ce qui était là-bas, mais je ne sais pas de quelle manière ils sont classés. Est-ce qu'on peut vraiment trouver autre chose? Bon, et cet exemple m'a montré aussi que l'État russe qui a donné l'argent pour créer ce centre, euh, l'ambassade, visiblement, n'a pas compris comment ça marche l'association française. Et ils n'ont pas compris qu'il aurait pu avoir les moyens de contrôle de ce qui se fait. Mais dans ce cas particulier, c'est une institution française privée qui est une association de loi 1901 qui utilise la volonté de l'État russe, encore une fois, diront clairement, se mousser avec la question de ces fonds d'archives et l'État russe n'appartient pas à mettre la main sur ces archives parce que c'est une association française et comme il n'y a pas ni représentant dans le dans le conseil pardon, d'administration, ni rien, il n'y a pas, l'État russe n'utilise pas les mécanismes de contrôle qui visiblement, elle ignore. Il ignore l'État. Pardon. Euh, donc, euh, autre exemple, c'est aussi comment l'État français commence à se protéger. C'est aussi un cas de l'histoire des musées. Au début des années 2000, la fille de Serge Choukin commence à revendiquer au moins une compensation pour la fameuse collection de la peinture de son père, Serge Choukin. À 2017, vous pouvez voir cette collection à la Fondation Vuitton. Euh, et son fils, Henri-Marc Delocq-Fourcault, qui était un fonctionnaire du ministère de la Culture et qui connaissait parfaitement les rouages administratifs, il a réussi à quelques moments bloquer les tableaux et demander ce blocage, ce qui a créé un cas particulier parce que dorénavant, le ministère de la Culture français, dans tous les contacts avec le ministère de la Culture et les musées russes, ont rajouté une clause spéciale dans les conventions de prêt qui limite toute tentative de récupération des objets par les anciens propriétaires. Donc ça, c'est euh, la réponse à une initiative de récupération, si vous voulez, de l'autre côté qui était beaucoup moins courante que les tentatives de récupération de côté russe. Et alors, pour le dernier épisode, excusez-moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode qui est assez récent, à 2018. L'État russe, par la voix de son agence de presse très officielle TASS, a dit que en Russie sont retournés des biens culturels volés. Et c'était la chemise de Alexandre II, dans laquelle il était mortellement blessé et mort, qui a été récupérée par sa femme morganatique Princesse Yurievskaya, qui l'a déposée à la cathédrale de Nice. Et au moment où l'État russe a récupéré la cathédrale par la longue procédure judiciaire, ce qui reste pour moi un énigme, comment l'État russe a pu prouver dans le tribunal français que puisque l'État et l'Église étaient unis au moment de la construction de cette Église, l'État russe aujourd'hui, qui est séparé de l'Église, a droit de récupérer cette Église, de ce bâtiment. Bon. Mais les objets commémoratifs d'Alexandre II étaient inscrits à l'inventaire supplémentaire du ministère de la Culture. Et normalement, ils sont inaliénables. On ne peut pas les retirer des collections françaises parce que c'est le patrimoine déjà français.
Mais en 2018, oui, et ces objets, à la fin du litige pour la cathédrale, l'association cultuelle qui a géré la cathédrale Accor s'est retirée dans une autre petite église du cimetière et a ramené avec soi ses reliques. En 2018, le centre cultuel de Quai Branly, Duhovno Kulturne, c'est cultuel, culturel, en français c'est un peu bizarre. Pardon? Spirituel, voilà, culturel et spirituel, merci. A demandé cette chemise pour une exposition. 2 jours après, Accor, c'est l'association de Nice qui donne pour une exposition, qui prête cette chemise. 2 jours après, une association, le dialogue franco-russe, offre cette même chemise à l'ambassadeur de la Russie en France. C'est très logique, n'est-ce pas? Et ensuite, voilà cette déclaration qu'on a repatrié les objets volés. Parce que, selon la rhétorique russe, il fallait que ces objets restent dans la cathédrale après la récupération des murs du bâtiment. Euh, et donc, on voit ici les méthodes qui sont employées jusqu'à euh, la limite du possible. J'attire encore une fois l'attention que l'étatisation de ces pratiques de récupération des biens culturels devient de plus en plus forte et à partir des années 2000 a une connotation idéologique très nette. Euh, euh, c'est à partir de la reconnaissance de deuxième culture de l'époque soviétique, on passe à la répatriation. Ensuite, on s'approprie de ces valeurs de l'immigration blanche et on commence à l'instrumentaliser à tel point que, par exemple, si vous regardez l'annonce de la conférence pour 225 ans de Pouchkine sur la page je crois, c'est Maison de l'immigration, euh, l'annonce, elle dit et elle cite Boris Zaïtsev, qui est pour Pouchkine et pour la liberté. A bien formulé la devise de l'immigration russe, l'écrivain Zaïtsev, Boris Zaïtsev. Euh, Au XXIe siècle, Pouchkine, de nouveau, est devenu le symbole de l'unité nationale. 2 points. Qui est pour Pouchkine et pour la Russie. Et à la fin de mon intervention, j'aimerais aussi poser 2 questions. Regardant l'immigration d'aujourd'hui, regardant l'immigration depuis l'année 2000, je me pose souvent la question aussi des futures sépultures et des futurs centres d'archives. Et c'est le travail qu'il faut faire maintenant, préparer maintenant, parce qu'on n'est tous pas éternels, et se poser la question des archives dans le futur. Si on veut avoir l'histoire de l'immigration russe en France et étudier en France, ou on veut que ça sera rapatrié quand la belle Russie de la future va enfin s'installer, c'est aussi la question auquel euh, je reste très sensible. Merci pour votre attention.